Une route de campagne tout au sud de l'Ukraine. Nous nous dirigeons vers la Crimée, occupée par la Russie depuis le 27 février dernier. En un mois, Moscou a fait de la presqu'île un territoire russe. Depuis, le sud de l'Ukraine vit dans la peur. Des fortifications improvisées ornent les routes. Des drapeaux ukrainiens réaffirment la nationalité du coin. Un Poutine casse-toi, l'Ukraine est unie, a été peint sur cette borne. Cette drôle de guerre inquiète Tetiana Oleksandrivna. Tchongar, sa commune, s'est transformée en zone de conflit. Là, ce sont nos soldats, ce sont les nôtres. C'est comme la guerre ici. Oui, c'est ça. 2 kilomètres plus loin, Madame le maire n'est plus chez elle. Ici commence la nouvelle frontière avec la Fédération de Russie. Les drapeaux russes flottent au vent. Sur la carte, Tetiana ne peut que constater les dégâts. Voilà, tout ça c'est le territoire de ma commune de Tchongar. Et là, c'est la limite entre la région de Kherson au nord et la Crimée au sud. Et nous sommes ici, à cet endroit. Ils ne se sont pas contentés de la Crimée, alors ils ont pris un peu plus. Ils ont pris ce morceau ici en plus. Et peut-être par là aussi. Vous ne savez pas exactement ce qu'ils ont pris. Par là, on ne sait pas, on ne peut pas y aller. Première information, les forces russes ont avancé de 4 à 5 km au-delà de la Crimée, et ni les autorités ni les militaires ukrainiens n'ont essayé de les repousser. Le colonel Martchouk commande les gardes-frontières. C'est une nouvelle forteresse qu'il a désormais au quotidien en face de lui. À droite et à gauche, là-bas, ils ont creusé des tranchées. Dans les tranchées, ils ont mis des blindés. Et devant tout cela, ils ont mis des champs de mines. Vraiment, ils ont miné ? C'est marqué miné en tout cas. Et croyez-moi, personne n'est allé vérifier. Et personne n'en a envie. Nous demandons au colonel si nous pouvons essayer de passer la frontière ici. Sa réponse est sans appel. Ils vont tout de suite vous casser la caméra et prendre les cassettes. Je ne vous conseille pas d'essayer. Nous voulons tout de même savoir à quoi ressemble la Crimée sous occupation russe. Nous allons donc tenter de passer à un autre poste frontière russe à une centaine de kilomètres de là. Le checkpoint nous surprend à un virage. Bonjour. S'il vous plaît, passeport, document. Ok. Cagoule, pas d'insigne sur les uniformes. Les deux hommes vérifient les papiers, mais décident de nous laisser passer. Ce n'est pas encore vraiment la Russie, car il nous aurait fallu un visa. Pourtant, à Armiansk, la première ville sur la carte, c'est clairement Moscou qui commande. Le drapeau russe flotte sur la rue centrale. Puis nous découvrons aux alentours de la ville l'ampleur de la présence militaire russe avec des armements lourds. Ici des lance-roquettes, plusieurs batteries des fameuses Katyusha. Là, un alignement de canons longue portée. Baisse. Encore plus près de la frontière, d'autres canons. Tous les engins sont pointés vers l'Ukraine. Et apparemment, cela ne dérange pas la population locale. C'est des gens bien qui sont là. La Crimée, c'est les Russes. Ça suffit les questions. Pourquoi autant de matériel offensif ? Quelles sont les vraies intentions des Russes dans la région ? Surpris d'en avoir autant vu, nous repartons vers l'Ukraine. Et cette fois, le passage du checkpoint russe va être plus délicat qu'à l'aller. Bonjour. Nous filmons aussi avec une caméra cachée. L'homme est soupçonneux, il ne comprend pas notre aller-retour. Tu passes ton passeport? Подойди на третий, пожалуйста. Что снимаете? Est-ce que tu filmes? Снимаете что? Est-ce que tu filmes? Non. Le militaire prend la caméra, la suite de la scène continue avec celle qui est cachée. Là, on est mal. T'as vu filmer le gars?
Une demi-heure va passer, puis les militaires nous rendent notre matériel et nous laissent repartir sans question ni explication. Ont-ils vu nos images? Nous ne le saurons pas. Côté ukrainien, nous apercevons ce qui doit être une ligne de défense, avec une pelleteuse en première ligne. Quelques kilomètres plus loin, 2 blindés ukrainiens. Pas de quoi tenir face à l'armement lourd russe déployé en face. Le camp est tenu par un officier désabusé. Je suis réaliste, je pense que ça y est, la Crimée n'est plus ukrainienne. Pourquoi mettre des militaires alors si l'histoire est terminée? Comment vous dire exactement? On est ici parce qu'on ne voudrait pas qu'ils aillent plus loin. Ici, c'est le seul coin pour remonter vers le nord. Et ça dépend d'un homme. De Vladimir Poutine. Oui, c'est ça. Si Poutine décidait d'utiliser ces canons, c'est ce village qui serait en première ligne, Pierlcho-Konstantinovka. 400 habitants, désormais inclus à la ligne de front. Notre caméra attire la curiosité de 3 hommes. Cette atmosphère guerrière n'est pas vraiment la leur. Tu vois où commence l'eau là-bas? Eh bien, c'était la frontière. Avant, bien avant, c'était l'Ukraine. Les Russes sont armés jusqu'aux dents. Et ils doivent aller, je pense, jusqu'à Odessa. Moi, j'ai reçu ma convocation pour l'armée ukrainienne, mais je n'irai pas. Aujourd'hui ukrainiens, ils seront peut-être russes demain si l'humeur de Moscou évolue. Ils ont bien compris que leur sort ne leur appartenait pas. On a des crétins qui ont rendu la Crimée à la Russie. Des crétins. Moi, nos élus, franchement, je te les rassemble, je balance 60 kilos de dynamite et je fais tout sauter. Jusqu'ici, personne ne s'est battu pour empêcher la prise de la Crimée. Ce village sera peut-être bientôt russe à son tour, si Vladimir Poutine le décide. Kiev, il y a 8 jours. La place Maïdan, occupée depuis 3 mois par les révolutionnaires ukrainiens, se réveille endeuillée. Chaque heure qui passe, et le bilan des morts s'alourdit. J'ai vu un homme mourir sous mes yeux. C'est un sniper qui l'a tué. Il était posté sur le toit de l'hôtel là-bas. Le bruit se propage. Il serait près d'une centaine à avoir perdu la vie sur les barricades depuis 48 heures. Mais ce matin, ce sont en réalité beaucoup plus d'hommes qui manquent à l'appel. 400 ont disparu, aucune nouvelle. Il y a un grand nombre de combattants qui ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Ici, on est tous frères et les flics et leurs milices ont capturé beaucoup de nos frères. Yulia, 38 ans, dort sous une tente depuis 2 mois. Elle est inquiète. Cela fait 3 jours que l'un de ses amis n'a plus donné de nouvelles. C'est la seule photo que j'ai de Grégory. Je l'ai prise exactement ici. 3 jours avant sa disparition, c'était le 18 février. Pour le moment, on a contacté tous les services qui s'occupent de retrouver les gens. On a mis un avis de recherche sur Facebook. On a fait le tour des hôpitaux. J'espère que grâce à tout ça, nous allons vite le retrouver. Où est passé Grégory ? Les scénarios sont multiples. Depuis le début des affrontements avec la police, les manifestants sont arrêtés, humiliés, passés à tabac ou torturés. Les opposants soupçonnent même les forces de l'ordre d'en avoir exécuté certains. Hotline de Euromaïdan SOS, j'écoute. Dans les bureaux de cette association, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ici, une centaine de volontaires se relaient jour et nuit pour essayer de retrouver la trace des disparus. Vous cherchez quelqu'un? Donnez-moi son nom, date de naissance, la dernière fois que vous l'avez vu et un numéro de téléphone pour vous rappeler. Chaque appel, le même rituel. Les personnes recherchées sont inscrites dans leur base de données. Celle-ci compte déjà 400 noms. Beaucoup de gens ont disparu pendant les affrontements. Leurs proches commencent à téléphoner maintenant en espérant qu'ils vont réapparaître. Sur la page Facebook de l'association, les avis de recherche sont actualisés heure par heure. Igor, disparu le 18 février, a été tué par un sniper. André, lui, a été retrouvé, il se cachait. Mais toujours pas de nouvelles de Grégory.
La dernière personne à l'avoir vu, c'est lui, Mykolai. Il veut nous montrer l'endroit où il a perdu sa trace. Son ami Igor l'accompagne. En chemin, autour de nous, les marques des affrontements de l'avant-veille. Nous sommes dans le quartier du Parlement, là où les combats les plus sévères ont eu lieu. C'est ici que tout a commencé. Ouais, ici. Ils sont descendus par là-bas. Là-bas, ils nous ont tiré dessus et après, ils ont avancé par ici. Ouais, ils sont arrivés de là-bas, ils ont commencé à nous tirer dessus. C'était un bataillon de flics. Ils nous ont encerclés, puis ils ont lancé l'assaut. C'était le 18 février dernier, peu après 11 heures. Des policiers encerclent le groupe de manifestants du parc de Mariinsky. Sur ces images tournées ce jour-là, on perçoit bien la violence des affrontements. 9 personnes perdent la vie et des dizaines sont blessées. Grégory avançait un peu devant nous. Lorsqu'il s'est retourné pour voir où j'étais, il m'a reconnu grâce à mon casque. Il a vu que je me bagarrais. Il m'a tiré d'affaire, mais lui-même n'a pas eu le temps de partir. Mykolai court se mettre à l'abri et observe alors les combats à distance. Il aperçoit Grégory, blessé, se faire emmener dans une ambulance. Ma peur maintenant, c'est que Grégory reste invalide, ou qu'il soit mort tout simplement. Il a peu d'espoir, car il connaît le sort réservé aux blessés transportés dans les hôpitaux. Il sait qu'à cette date, les forces de l'ordre viennent jusque dans les couloirs y arrêter les révolutionnaires, et que c'est souvent là qu'on perd leurs traces. Des journalistes ukrainiens ont filmé cette scène, un manifestant, le visage tuméfié, tiré de son lit par un policier. C'est les policiers qui t'ont frappé? Dis-le, n'aie pas peur. Hoche la tête si c'est vrai. Pour éviter que les blessés soient arrêtés en sortant du bloc opératoire, la résistance a mis en place un réseau d'hôpitaux clandestins. Nous avons réussi à filmer l'un d'entre eux, caché dans un quartier résidentiel de Kiev. Vite, des médicaments. Apportez des médicaments. Il y a encore 3 jours, ici c'était un bar et une librairie. Depuis, une centaine de personnes ont été soignées par cette équipe entièrement bénévole. Dans ce lieu tenu secret, la convalescence se confond avec la planque. Certains malades restent plusieurs jours, de peur d'être arrêtés une fois dehors. Ce jeune homme a déjà passé 2 nuits ici. Si on m'avait emmené dans un hôpital ordinaire, les policiers auraient pu m'arrêter. Je serais une victime de plus de la répression. Il existerait dans la ville 13 hôpitaux comme celui-ci. Grégory a-t-il séjourné dans l'un d'entre eux? Nous sommes dimanche soir et les amis du jeune homme ne vont pas tarder à avoir de ses nouvelles. Nous retrouvons Yulia dans son appartement. À la télé, les dernières nouvelles défilent. L'opposante Tymochenko a été libérée et le président Yanukovych est en fuite. Des événements qui vont pousser de nombreux manifestants à sortir de leur cachette. Enfin, elle reçoit l'appel qu'elle attend depuis 1 semaine. Grégory est vivant. Les garçons viennent de m'appeler pour me dire que Grégory est venu me chercher sur la place. Ils m'ont dit « On a retrouvé Grégory ». Et là, tout s'est retourné dans ma tête. Grégory est en route, plus que quelques secondes avant de le retrouver. N'aie pas peur, tu es à la maison. On m'a pris tous mes téléphones, on m'a tout pris. Chez qui t'as atterri? Où t'étais? Au début, j'étais à l'hôpital et ensuite j'étais à l'abri chez quelqu'un. Putain, c'est génial. Ça fait 1 semaine que je te cherche. 1 semaine. Le jeune homme est blessé au genou et au visage. Il a été tabassé par la police. Par chance, des opposants l'ont exfiltré de l'hôpital où il se trouvait avant qu'il ne se fasse arrêter. Il est resté caché pendant 6 jours. Raconte.
Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Mais au parc, t'as été attrapé ou pas? Oui, je voulais m'enfuir, mais j'ai pas réussi. Je suis tellement contente de t'avoir retrouvé. Les policiers m'ont passé les menottes et ils m'ont frappé partout, à la tête aussi. Mais ça ne me surprend pas venant d'eux, c'est habituel. Ils seront punis pour ce qu'ils ont fait, cette bande d'abrutis. Grégory s'en est sorti, mais beaucoup n'ont pas eu cette chance. Selon un dernier bilan, 392 opposants sont toujours portés disparus. Parmi eux, combien ne réapparaîtront jamais? L'opposition est dans la rue depuis 2 semaines pour chasser le président au pouvoir. Un président jugé trop proche de Moscou et qui laisse le pays s'éloigner de l'Europe. Et ils sont 3 à vouloir sa place. Mais il y en a un qui occupe le terrain constamment, qui parle toujours en premier, pendant que les autres l'écoutent sagement. Quelle injustice! Ce gouvernement a tué l'espoir. L'espoir de vivre mieux. De vivre dans un pays européen. L'espoir de réforme. Il s'appelle Vitali Klitschko, 42 ans, 2,02 m, 112 kg. Mais ce n'est pas grâce à ses mensurations avantageuses qu'il s'impose dans la rue. Klitschko est l'actuel champion du monde de boxe, catégorie poids lourd. 45 victoires, dont 41 par KO. Il est l'un des rares boxeurs à avoir gagné 3 couronnes mondiales. Et ses 2 familles, son petit frère Vladimir est aussi champion du monde de boxe. Klitschko, un nom symbole de réussite et de puissance qui attire les foules. On est avec vous, on ira jusqu'au bout avec vous. Mais vous devez nous dire quoi faire, et vous devez nous guider. Dites-nous ce qu'on doit faire. On va faire grève. On ne veut pas partir d'ici. Bien sûr que non, en aucun cas. On va rester ici. Il faut se battre et aller jusqu'au bout. Le héros du moment. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Klitschko a 2 fois déjà tenté de s'emparer de la mairie de Kiev, sans succès. Alors en 2010, il décide de jouer à fond sur son image. Il fonde son propre parti, Udar, coup de poing en ukrainien. Il se présente aux législatives de 2012 avec un clip de campagne à l'américaine. Le temps du coup de poing est arrivé. Et ça marche. Klitschko est élu député. Le lendemain même de son entrée au Parlement, une bagarre éclate dans l'hémicycle, un grand classique ukrainien. Le député boxeur reste à l'écart pour montrer ensuite tout son talent oratoire. Ce n'est que grâce à la force de la pensée que nous pourrons convaincre nos opposants. Voilà ce que nous pensons. L'homme est plus subtil qu'on pourrait le croire. On le surnomme Docteur Point de Fer. Place de l'Indépendance au cœur de Kiev, l'épicentre de la contestation. Les manifestants occupent le terrain, jour et nuit. Ils promettent qu'ils ne partiront que lorsque le gouvernement sera tombé. Les partisans de Klitschko sont là, évidemment. On est là pour la révolution et pour Klitschko. À 2 pas de là, la maison des syndicats, où Klitschko et les autres leaders de l'opposition organisent tous les jours des conférences de presse. Nous y retrouvons un ami et collègue de la star ukrainienne, Valérie Patskan, un grand fan lui aussi. Il ne fait pas ça pour de l'argent ou pour obtenir des postes importants. Il a déjà la gloire absolue. Il a la gloire qu'aucun homme politique ne peut dépasser. Il veut juste se rendre utile. Klitschko quitte la salle. Comme d'habitude, c'est lui qui attire les caméras. Comme d'habitude, c'est lui qui parle. Il veut se rendre utile. Il demande la démission du gouvernement. Si le Premier ministre s'excuse,
S'il nous dit « Je suis désolé, nous avons fait des erreurs, je suis responsable de la situation économique du pays, je suis désolé de ce qui se passe dans la rue, je suis désolé d'avoir interrompu l'intégration européenne », alors ce serait une bonne façon pour le gouvernement de se retirer du pouvoir. Ce n'est pas une révolution, mais un mouvement pacifique. Les gens sont dans la rue pour dire ceci. Nous voulons vivre dans un pays avec des règles, dans un pays qui a un avenir. Pas encore une révolution donc. Et pour le moment, le gouvernement ne cède pas. Nous avons rendez-vous avec l'un de ses représentants près de la mairie occupée, le député Oleg Tsaryov, qui se méfie des manifestants. La rue n'est pas très sûre, on me connaît ici. Effectivement, l'interview à peine commencée, il est pris à partie. Honte au parti du pouvoir! Les cris de l'homme attirent de plus en plus de contestataires. Nous sommes obligés de partir sous les huées. Après nous être éloignés en voiture, le député peut enfin nous livrer le fond de sa pensée. Le boxeur n'est qu'une imposture. Il est artificiel. C'est un personnage inventé. Et comme tel, il semble parfait. C'est pour ça qu'il attire les gens. Mais ce n'est pas un homme d'État, un organisateur, une personne capable de travailler dur pour relever le niveau économique du pays. Un homme creux donc, qui ne ferait pas peur au gouvernement en place. Difficile à croire. Chaque jour, le boxeur révolutionnaire prend de l'assurance et charme un peu plus la population, avec l'aide de sa femme et de son champion du monde de frère. Vitali et Vladimir Klitschko et Natalia Klitschko. On lutte pour des idées, pour la vérité. Eux, ils luttent pour l'argent. Et c'est pour ça que nous allons gagner. Parce que les idées sont plus fortes, plus libres. On ne nous brisera pas. Le monde entier nous regarde. Restons ici jusqu'au bout. Le chemin est encore très long et très incertain. Une chose est sûre, Vitali Klitschko veut devenir président de l'Ukraine aux élections de 2015, ou peut-être même avant, si la rue gagne son bras de fer avec le pouvoir actuel. Au bout de cette rue, la nouvelle attraction touristique ukrainienne. Nous sommes à une vingtaine de minutes de Kiev, la capitale, dans un lieu qui était, il y a 1 mois et demi à peine, complètement fermé au public. Derrière ces grilles se cache le palais de l'ex-président Yanukovych. Depuis sa fuite le 22 février dernier, ces 140 hectares d'opulence et de luxe sont devenus la destination numéro 1 des balades dominicales. Venez voir par ici. Regardez, regardez. Incroyable. Autour de nous, des familles, des gens ordinaires qui n'en reviennent pas. Tant de luxe, tant d'extravagance pour un seul homme. Dans ce temple de la démesure, on trouve une réserve naturelle, une mer intérieure et sa galère, et même un zoo rempli d'animaux, plus ou moins exotiques. Tiens, donne-lui, mais sois prudent. Officiellement, les bâtiments ne sont plus accessibles au public, mais moyennant 10 €, les plus curieux comme nous peuvent s'offrir un tour à l'intérieur. Vous êtes combien? On est 2. Le guide chargé de la visite s'appelle Petro. C'est l'un des premiers révolutionnaires à être entré ici après le départ précipité de Yanukovych. Il s'est donné une mission, protéger l'intégrité des lieux, sorte d'énormes pièces à conviction de la folie des grandeurs présidentielles. Regardez, ça c'est un certificat qu'il a reçu. C'est quelqu'un qui lui a offert une étoile. À l'intérieur, on en prend plein la vue. Cabine d'UV, salon de massage, terrain de tennis, ring de boxe et même une piste de bowling. La suite est tout aussi hallucinante. Dans le hall principal, c'est un déluge d'or, de cristal, un luxe tape à l'œil fait pour impressionner. Cette débauche de richesse interroge. Comment Yanukovych, au salaire mensuel estimé à 7 000 € par mois, a-t-il pu se payer un tel train de vie ?
C'est ce mystère qui alimente la colère du peuple depuis 6 mois. Au détour d'un couloir, quelques indices prouvent d'ailleurs que l'ancien chef d'État avait sûrement des choses à cacher, voire des péchés à confesser. Vous voulez un souvenir? C'est les cartes de visite de Yanukovych. Allez, je vous en signe une. Ne pas repartir les mains vides. C'est aussi ce que s'est dit le président avant de s'enfuir. La veille de son départ précipité pour la Russie, voilà à quoi son personnel était occupé. Sur ces images des caméras de surveillance de sa résidence, on les voit empaqueter à la hâte des tableaux, encore des tableaux, des amphores et des céramiques. Il y en aurait pour plus de 35 millions d'euros. Les trésors qu'il n'a pas eu le temps d'embarquer se trouvent ici, au Musée national de Kiev. La conservatrice y prépare une grande exposition. Quelle beauté! Ça, c'est son tableau le plus cher, 5,5 millions d'euros. Et vous voyez ici, c'est un vase de Picasso. Ça, c'est une peinture réalisée par une artiste ukrainienne, mais signée par Diego Maradona. Partout, on retrouve la mégalomanie et le goût pour ceux qui brillent de l'ex-chef de clan. Là, c'est toute l'équipe. C'est ceux qu'il faut mettre en prison tout de suite. La tête s'est décrochée. Toutes ces œuvres symbolisent à elles seules la corruption des élites économiques et dirigeantes en Ukraine. Dans ce pays où le salaire moyen ne dépasse pas 200 € par mois, comment imaginer qu'une telle accumulation de richesses soit possible ? Des éléments de réponse commencent à apparaître. Car derrière lui, Yanukovych n'a pas laissé que des preuves matérielles de sa cupidité. Des documents ont été retrouvés dans sa résidence et réunis sur ce site internet. Construit sur le modèle de Wikileaks, il répertorie l'intégralité des 200 classeurs d'archives top secrètes retrouvés chez lui. Petit à petit, les ficelles de la corruption apparaissent. Surfacturation systématique, appels d'offres truqués et versement de pots de vin. Autre révélation, Yanukovych surveillait étroitement l'opposition. Il dressait des listes d'ennemis du régime avec photos, dates de naissance et coordonnées téléphoniques. Sevgil Moussaeva y figurait certainement. Cette journaliste de 26 ans enquête depuis 3 ans sur les oligarques proches du pouvoir. Le 24 février dernier, elle a eu la surprise de sa vie. Une de mes sources dans cette entreprise m'a envoyé un texto pour me prévenir que son patron venait de licencier tous ses employés et qu'il était en train de partir avec tous ses dossiers et ses affaires. Elle se rend directement au parking de l'entreprise. Et là, elle découvre un trésor. Je cherchais simplement des documents. Et j'ai été submergée par l'émotion quand j'ai vu ça. J'étais choquée qu'ils aient pu laisser des choses aussi importantes dans des poubelles. 30 sacs poubelles remplis de documents confidentiels passés à la broyeuse. Des milliers de pages déchiquetées au contenu forcément explosif. De retour à son bureau, elle réalise l'immensité de la tâche à accomplir pour reconstituer ses archives. Ce qu'il y a dans ce sac est vraiment impossible à restaurer. Les documents ont été broyés en morceaux vraiment trop petits. Mais dans d'autres sacs, on a des morceaux plus grands et ça rend les choses plus faciles à assembler. Sevgil a mis en place un système qui repose sur des bénévoles. Tous les jours, ils sont des dizaines à venir ici, patiemment, recoller les morceaux. Le plus frappant, c'est que toutes les couches de la société s'y retrouvent. Des retraités, des fonctionnaires, des mères de famille, et même leurs enfants comme Maxime aujourd'hui. Là, je colle des bandelettes. J'espère que l'ordinateur qui scanne ces feuilles va déchiffrer les documents. Et j'espère qu'il en sortira quelque chose d'utile pour l'Ukraine. Le procédé est laborieux. Ces petits bouts de papier doivent être collés à distance égale pour être ensuite scannés et assemblés par un logiciel spécial. Le processus devrait prendre plusieurs années. Mais cela n'altère pas la motivation de ces citoyens.
Vous voyez, là, c'est écrit kilo. Et ici, pétrole. Je me sens comme une chercheuse d'or. Vous savez, lorsqu'on tamise le sable pour trouver une pépite, ces petits bouts valent de l'or. De l'or pour ces bénévoles, mais une bombe à retardement pour les anciennes élites dirigeantes. Il y a fort à parier que nombreux sont les oligarques qui tremblent à l'idée de voir les pièces du puzzle de la corruption assemblées.